Hola amigos, bienvenue dans Starter pour parler du 18e Grand Prix de la saison de Formule 1, le Grand Prix de Mexico. Le circuit ne change pas, c'est toujours l'autodrome des frères Rodriguez de 4 km 3 qui accueille la course, le plus haut de la saison avec ses 2286 mètres d'altitude par rapport au niveau de la mer. Un circuit toujours rapide et exigeant pour les pilotes et les voitures, dans une ambiance totalement électrique. D'ailleurs, je voudrais revenir sur le nom de la course, parce que oui, on dit que c'est le Grand Prix du Mexique, c'est vendu comme ça partout, c'est vrai, c'est le cas. Il n'y a pas de différence quand on dit que c'est le Grand Prix du Mexique ou le Grand Prix de la ville de Mexico, mais c'est la course s'appelle comme ça ce week-end. En fait, c'est tout bête, c'est juste un changement demandé par les organisateurs du Grand Prix, et aussi dans le détail par son moyen de financement au passage, Tout ça s'est fait au moment de la prolongation du contrat entre les organisateurs et la Formule 1, puisque les organisateurs ont décidé de mettre plus en avant la ville de Mexico et non le pays. Bien sûr, c'est la ville qui paye, un petit peu moins le pays. Bon, ça reste anecdotique comme ça comme info, mais sachez que ce sera aussi le cas à la prochaine course au Brésil, puisqu'on ne va pas parler du Grand Prix du Brésil, autrement dit, mais du Grand Prix de Sao Paulo. Bien sûr, il n'y a aucune différence. Et d'ailleurs, avec le Mexique et le Brésil, et l'Osaï au Qatar, eh bien, nous sommes rentrés dans le dernier triple-header de la saison. Et celui-ci, je peux vous dire qu'il va faire très mal aux pilotes et aux équipes car on va enchaîner 3 courses à la suite sur 2 continents différents. Ouais, parce que le Qatar, ils ont essayé de le placer à côté de l'Argentine, il n'y avait pas de place, donc ils ont essayé où il est. Bref, on aura là aussi la dernière qualif sprint au Brésil. Il y aura également la mécanique qui vont souffrir de plus en plus de cette fin de saison, avec beaucoup de changements d'éléments de moteur, avec des quotas qui sont déjà à la limite. C'est encore le cas ce week-end pour le Grand Prix de Mexico. On a aussi par la suite l'inconnu de 2 pistes avec Losail, et début décembre on aura aussi Jeddah. Si le circuit finit à temps, sinon il faudra faire Paris-Dakar là-bas. Il y a aussi ce duel Hamilton-Verstappen qui va rester spectaculaire jusqu'au bout avec tous les scénarios possibles. Ah ouais, on peut prévoir des accidents, des accrochages, des pénalités moteurs, j'en parlais, le Covid-19, le casse des Gracie, bref, tout est possible jusqu'au bout pour cette fin de saison de Formule 1. Ça nous manque des spectacles comme ça. Et d'ailleurs, pour parler du duel Hamilton-Verstappen, il y a beaucoup d'observateurs qui comparent honteusement ce duel avec celui de Prost et Senna, ce qui est complètement idiot. On ne peut pas comparer les duels du passé et celui-ci, c'est impossible. Il se construit en ce moment et à l'avenir, il sera incomparable avec les autres. Arrêtons de dire que ça ressemble à tel duel ou à telle période. Il n'y a rien qui est comparable, c'est pas possible. Surtout quand on voit que les seconds pilotes d'ailleurs commencent à se rebeller, puisqu'on a eu le cas avec Valtteri Bottas au Grand Prix de Turquie, et aussi on a Sergio Pérez qui commence à se montrer après quelques courses et surtout plusieurs démos devant son public, que ce soit aux États-Unis ou même à Mexico. Et je peux vous dire qu'il est galvanisé par ce beau monde qui est venu le soutenir. Surtout dans ce stadium où les Formule 1 passent, dans le stadium de Foro-Sol, où le public est en feu à chaque passage des voitures, surtout celle de Checo. Malheureusement, c'est pas l'un des passages du circuit que j'affectionne parce qu'il est tellement lent, mais tellement lent. C'est carrément une réduction du Monaco à cet endroit-là. Le Loves, carrément. C'est pas mon passage préféré du circuit. Bon, après vous me direz, la longue ligne droite qui fait le kilomètre, c'est costaud aussi. On va commencer de parler de ce Grand Prix. Et on commence tout d'abord par les qualifications. Les résultats de la qualification nous ont surpris, puisque c'est une première ligne Mercedes que nous avons avec la pole position de Valtteri Bottas, la 19e en carrière devant Lewis Hamilton. Ils sont suivis de Max Verstappen, 3ème chrono devant Sergio Pérez et Pierre Gasly avec son Alpha Tauri. Ça fait 3 moteurs Honda dans le top 5. Derrière, Carlos Sainz suit avec sa Ferrari devant Daniel Ricciardo et Charles Leclerc, qui sont suivis par Yuki Tsunoda et Lando Norris. D'ailleurs, ces 2 pilotes sont pénalisés, on va en parler juste après. Derrière, on retrouve en deuxième partie Sebastian Vettel devant Kimi Raikkonen et George Russell qui devancent Antonio Giovinazzi et Esteban Ocon. Le français devance Fernando Alonso et Nicolas Latifi. Devant Mick Schumacher et Nikita Mazepin. Le Stroll, bon dernier de la séance.
Et je dirais même bonne d'âne de la séance pour Lance Stroll. Parce qu'il nous a trollé le début de la séance en allant finir dans les Tech Pro de la ligne de chronométrage. Ah, je plaisante pas, la ligne de chronométrage est là, les Tech Pro sont là, bah il a fini entre deux. Il était complètement hors trajectoire dans le dernier virage. Mais quand je vous dis hors trajectoire, bah, il était pas dessus, il était carrément à côté. Hein. Résultat, il est parti en sous-virage, perte de contrôle de la voiture, et avec son erreur, bah, il termine dans les Tech Pro. Une bonne vieille erreur de débutant pour le Canadien, qui en plus savait depuis vendredi qu'il devait partir dernier pour la course avec son changement de moteur. Franchement, il a de la chance d'être fils du patron, c'est moi qui vous le dis. Hein. Bref, après cette interlude, il faut qu'on revienne sur la surprise Mercedes dans la qualification. Parce que c'est une surprise. Elles qu'ils étaient mis alors nulle part depuis vendredi. Enfin, nulle part, s'ils étaient là, mais ils étaient largement dominés par la Red Bull. Et même un petit peu titillés par les autres, hein, par les Ferrari, AlphaTauri, McLaren. Eh bien, elles ont verrouillé la première ligne pour le Grand Prix. Et il y a des éléments qui ont joué. Déjà, il y a l'évolution des chronos entre les essais et la Q3, que je vous explique. On va prendre le poleman Valtteri Bottas qui a fait, dans les 3 séances d'essai, un meilleur chrono en 1:17.708. Je dis pas que c'est le meilleur des séances. Son chrono de pole position est de 1:15.875. Il a gagné 1 seconde 9 entre les essais et la qualification. Ensuite, on a Hamilton, son meilleur temps des essais est de 1:17.675, ce qui est devant Bottas, pardon. Et son meilleur chrono pour la Q3 était de 1:16.020. Ici, le gain est de 1 seconde 4. Là aussi, c'est pas mal. Et puis, on a Verstappen, puisque c'est peut-être celui qui nous intéresse le plus aussi. Le meilleur tour du CCC était de 1:17.024. Et en qualification pour la Q3, c'était de 1:16.225. Le gain n'est que de 8 huitièmes. Enfin, je dirais même qu'il a complètement perdu Verstappen. Il y a plusieurs raisons à cela. Déjà, la piste a évolué pendant la qualification. Déjà, a été moins poussiéreuse par rapport à vendredi. Hein. Pour rappel, la F1 ne s'est pas rendue à Mexico depuis 2019. Et la piste n'est pas si utilisée que ça au quotidien. Donc, vous voyez, la poussière s'est bien accumulée. Tout le monde a fait le rôle d'aspirateur. On s'est bien amusé pour ça. Mais bon voilà, à force de se gommer et en plus d'avoir la chaleur progresser au fur et à mesure dans la séance, la piste s'est complètement améliorée et ça a commencé à parler pour les Mercedes. Par exemple, les écarts entre les chronos d'Hamilton et de Verstappen, parce que c'est eux qui nous intéressent dans ce duel, puisque dans les séances on peut remarquer que Hamilton et Verstappen sont séparés de 47 centièmes dans la première séance, hein, avantage Hamilton, qui sont séparés que de 5 dixièmes et de 4 dixièmes dans les deux autres séances avec un avantage de Verstappen. Là, vous voyez, on peut dire que Red Bull domine vraiment les Mercedes. Et ça, c'est que pour les essais. Parce que la qualification, bon, on a 5 dixièmes entre Verstappen et Hamilton pour la Q1. Pour l'instant, c'est logique. Mais dès la Q2, chose intéressante parce qu'on va revenir dessus après, les Mercedes vont commencer à chausser les pneus médiums. Et là, au premier run de la Q2, il n'y avait que 16 millièmes entre Hamilton et Verstappen. À la fin, il n'y avait que 9 millièmes, avec l'avantage Hamilton. Et puis en Q3, pour la pole position, eh bien, nos deux pilotes sont séparés que de 2 dixièmes, avec l'avantage pour le pilote britannique. Et ce détail qui a joué pendant la qualification, c'est que Mercedes n'a roulé avec les pneus soft et les pneus durs pendant les essais. À aucun moment, le vendredi et le samedi matin, ils ont passé les pneus médiums. Ils l'ont fait qu'au moment de la Q2. Et vous allez rire. Ça a marché d'entrée. Je vous jure. Les softs, bon, on sait comment ils fonctionnent. Les durs, on sait comment ils fonctionnent. Les médiums, on sait pas. Bon, on a qu'à les mettre. 9 millièmes à la fin de la Q2. C'est fort, hein. Et puis on va rester un peu dans la technique, parce que si Mercedes est devant, elle se voyait à la place de Red Bull en fin de qualification, nous aussi d'ailleurs. Mais dans leur déclaration, eh bien ce sont les premiers surpris à à être qualifiés devant les Red Bull. Nous aussi on est surpris. Et on peut les comprendre parce que ces dernières années, Mexico n'a jamais été un circuit propice aux flèches d'argent. Ils étaient plutôt favorables au Red Bull. En fait, Mercedes s'est appuyé sur les datas du circuit de ces dernières années.
Oui, avec les données récoltées dans le passé, et bien sûr pour jouer avec les limites du règlement, ils ont tout simplement optimisé leur moteur pour ces conditions qui sont assez particulières. Parce que pour rappel, Mexico, c'est le circuit le plus haut de la saison, il y a près de 2200 mètres d'altitude par rapport au niveau de la mer. Et la densité de l'air, bien sûr, elle se retrouve réduite. On compte à peu près 20-25%. Et quand je dis qu'ils ont optimisé leur moteur, ça fait quelques courses aussi que l'on entend des plaintes sur le moteur allemand, avec le dessin du plénum qui aurait évolué depuis le début de saison. Mais le moteur lui-même n'a jamais changé. C'est toujours le même. Il a peut-être évolué, il a été réglé aux petits oignons, presque à faire le réglage du petit pépé. En fait, il a juste vu des réglages qui ont été optimisés sur certains points, et donc il a un meilleur rendement de performance dans ces conditions qui sont exceptionnelles pour ce week-end. Et ça sera pareil aussi le week-end prochain à Interlagos, puisqu'on est peut-être à plus de 1000 mètres d'altitude de la mer pour Interlagos. Donc vous voyez, il y a une sacrée différence, et je pense que Mercedes peut jouer sa carte dans cette course, et même la prochaine. Et il y a également un problème que Red Bull a rencontré à la fin des essais et au début des qualifications. C'était déjà le cas à Austin avec des micro-fissures qui ont été détectées sur l'aileron arrière de la voiture de Verstappen. Pour rappel, à Austin, le circuit c'est pas un billard, c'est bosselé à tous les niveaux. Et pour revenir à Mexico, déjà à la fin de la séance d'essai, le néerlandais a vu son aileron arrière changer pour un essai. Bon, ça n'a pas fonctionné, Et avant le début de la qualification, ça travaillait encore dessus parce que cette fois, c'est bien une fissure qui a été trouvée. Et il fallait réparer de suite. C'est pas une micro-fissure, c'est carrément la fissure. On sort la colle des néoprènes, on répare comme ça, et allez, il n'y a plus qu'à serrer les miches. On a senti vraiment que l'équipe n'était pas sereine dans le garage. Bon, avant une qualification, c'est normal, tu me diras. Mais c'était aussi la même problématique chez Perez, qui a en plus hérité de l'aileron arrière qui a été testé par Verstappen en fin de dernière séance. C'est bien simple, le Mexicain va même avouer plus tard qu'avec ce changement, sa voiture n'était plus la même. Il était performant le samedi midi aux essais, samedi après-midi pour la qualification, presque nulle part. C'est ballot. Il y a donc de la recherche d'optimisation de la voiture d'un côté, chez Mercedes, alors que de l'autre, on fait évoluer la voiture jusqu'au bout. Ça, c'est Red Bull. Et honnêtement, ce sont deux philosophies qui sont complètement différentes pour cette fin de saison, et aussi dans sa qualification, et au final, il n'y en a qu'une qui paye. Pour l'instant, c'est un avantage Mercedes. De temps en temps, c'est un avantage Red Bull, on va pas se mentir, mais ici, ça n'a pas marché du côté du trou rouge. Et franchement, c'est une belle surprise. Parce que certains avaient déjà plié le championnat avant son terme. Ils ont vu que Verstappen a 12 points d'avance sur Hamilton. On voit bien qu'ils n'ont pas connu les fins de saison de 2006 et 2008. Et puis d'autres. Mais déjà, ces deux-là, ça parle. Et puis non, Red Bull ne sont pas fait Tsunoda à la fin de la Q3. D'ailleurs, je vois pas pourquoi Tsunoda en a pris plein la tronche de la part de Horner. Là, les attaques du patron de Red Bull ont été tout simplement gratuites envers le japonais et totalement injustes. Oui, Tsunoda, il était là, mais c'est pas de sa faute si Perez est haché dans la colle et que Verstappen a loupé son tour, Non, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus Là, Horner, franchement, il aurait dû se taire. Et puis à ce sujet, c'est vraiment dommage que Tsunoda doit changer de moteur. Lui qui a réussi une qualification tout simplement magnifique. C'était vraiment dommage de se dire que voilà, il part dans les derniers et pendant la qualification, il n'a pas démérité. Il était très bien en plus. En fait, il était juste présent en Q3 pour donner une inspiration à Pierre Gasly, tout comme Lando Norris pour Daniel Ricciardo. Le résultat s'est bien fait ressentir. Sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre Alpine. Voilà. Je vous réserve ça au bilan des équipes, parce que c'est honteux de ce qui se passe dans l'équipe française pour la fin de saison, on va pas se mentir. C'est honteux. Il y a aussi, il y a une chose rare à souligner, c'est les deux Alfa Romeo qui étaient réunis en Q2 avec un Kimi Räikkönen, 12e temps, et qui est tout simplement sa meilleure qualification de l'année.
Et ça faisait depuis la Hongrie qu'il n'était même plus parvenu en Q2. Une éternité pour le futur retraité. Dans un peu plus d'un mois d'ailleurs, sa retraite à Raikkonen. D'ailleurs, elle a dit, j'ai hâte que ça se termine. Ouais, nous on va encore chialer quand il va partir. Et on va finir avec les pilotes pénalisés sur la grille. D'abord avec les changements moteurs pour Tsunoda, Norris, Ocon et Stroll. Leur position en fond de grille est déterminée selon leur qualification. Et puis on a aussi George Russell pour un changement de boîte de vitesse. Limite, on va dire que c'est lui qui s'en tire un peu le mieux, puisqu'il est carrément devant tous les pénalisés moteurs. Hein. Résultat, la grille du Grand Prix s'affiche. On se retrouve juste après pour en parler, tiens. La course fut longue. Très longue même. Pas loin d'être chiante par contre, mais... il n'y aurait pas eu le premier virage pour animer tout ça. Oui, il aurait fallu vraiment attendre longtemps pour voir quelque chose en piste. C'était quand même quelque chose ce premier virage, hein. Parce qu'on a Valtteri Bottas, notre poleman, qui offre indirectement l'aspiration à Verstappen et qui en plus va lui ouvrir la porte. Et ça on va y revenir après. Bon, le Finlandais aussi a voulu préparer son passage au premier virage, hein. Mais il aurait pu attendre le dernier moment pour le faire. Je sais pas. Parce que pour le coup, il a offert un boulevard pour Verstappen. Et en plus, il a compliqué la chose pour son coéquipier et pour son équipe. Ouais. Et puis, allez, pour pas arranger la situation du Finlandais, tant qu'à faire, il s'est fait envoyer en tête à queue par Ricciardo. Et le pire dans l'histoire, le pire, il va passer le plus du 3/4 de la course derrière la McLaren. Vous le prenez comment? Franchement, vous le prenez comment? La veille, vous signez la pole surprise avec en guise de trophée la réplique du casque de Juan Manuel Fangio. Et en course, mais vous finissez... Oui, encore plus loin, recule, encore... Oui, encore, oui, c'est ça, recule, encore plus loin, oui, c'est ça, derrière la McLaren. Vous avez juste envie d'en finir et de passer à autre chose, vraiment. Alors, bon, si Verstappen a bien profité de l'aspiration donnée par Bottas au départ, il a surtout freiné après tout le monde comme s'il était dans une course de cartes. Et pour le coup, il a très bien géré. Les mecs ont freiné ici, 20 minutes plus tard, Verstappen. Il a déposé tout le monde. C'est bien simple, on l'a même pas vu de la course. C'est pour vous dire que ça a été long. Derrière lui, on avait Hamilton qui perdait du temps sur la Red Bull, hein, avec une voiture qui n'arrivait même pas à faire fonctionner sa gomme. Les écarts étaient assez importants entre les deux pilotes. Et en plus, on avait Perez qui était derrière, qui remontait progressivement, que ce soit pour le premier et le deuxième relais. Et puis bien sûr, la Mercedes qui subit l'air sale des autres voitures, hein, ça, c'est pas nouveau, vous me direz. Mais là, pour Mexico, ça a fait plus mal que d'habitude. Ah ouais. Ça va juste se réveiller dans cette course au moment des arrêts au stand des leaders. Puis pas de chance, hein, c'est revenu à un status quo pour la suite de la course. Hein, il ne s'est pas passé grand chose. Si, c'est quand même passé quelque chose. Le seul suspense qu'il y aura, c'était le possible doublé de Red Bull, à condition que le public porte Perez pour qu'il aille passer Hamilton en toute fin de course. Et franchement, ça c'était possible pour le Mexicain. C'était possible. Mais bon, c'est pas allé à son terme. D'ailleurs, ça ne va pas bouger dans les classements, hormis le grabuge qu'on a eu au premier virage. Résultat de la course, ça donne la 9e victoire de la saison pour Max Verstappen et la 3e fois à Mexico devant Lewis Hamilton et Sergio Perez qui devient le premier Mexicain à être sur le podium chez lui. Et le même podium qu'Austin d'ailleurs. Derrière, on retrouve Pierre Gasly, solide 4ème devant les Ferrari de Charles Leclerc et Carlos Sainz. Sebastian Vettel finit 7ème devant Kimi Raikkonen et Fernando Alonso. Lando Norris complète le top 10.
Valtteri Bottas signe le meilleur tour en course sans marquer le point. C'était pas vraiment la grande course hier, hein. Franchement, on a eu peu de suspense pour la victoire et les autres places d'honneur. Il y a eu des dépassements, certes, mais bon, voilà, tout se fait dans le fond de peloton. Il y avait pas d'enjeu carrément. Et puis en plus, les pneus de Pirelli qui ont été amenés ce week-end, qui ne se dégradaient pas, qui ne fonctionnaient même pas, que ce soit pour les durs ou les softs. Même les médiums, on avait des questions sur leur performance. Après, je ne vais pas remettre en cause Pirelli, mais c'était très compliqué de mettre en marche la gomme dans cette course. Je sais que la piste était seule, qu'elle s'est gommée tout au long du week-end, mais franchement, il n'y a pas eu de dégradation énorme de la gomme. C'est un peu dommage. Enfin bon, la course n'était pas vraiment spectaculaire. C'est pas ce qu'on retiendra de cette saison. Je vous propose de passer au bilan des équipes. Puis, il y a certains bilans, c'est pas glorieux, hein. La preuve. Est-ce que Mercedes est en train de lâcher prise? C'est pas une question, c'est une réalité qui est vraiment en train de prendre du sens et qui est vraiment en train de s'installer même. Et pourtant, samedi, on était surpris et heureux de les voir devant les Red Bull, puisque ça a été un retournement de situation dans cette fin de saison. Malheureusement, la course, ça s'est plutôt inversé. Mais c'était vraiment flagrant de voir que Mercedes a réussi à reculer comme ça en course, avec, comme je le disais, des gommes qui n'ont jamais réussi à fonctionner sur les voitures pour aller le rouler. On a même vu un Lewis Hamilton qui apparemment avait rendu les armes très tôt en début de course en disant que les Red Bull étaient plus rapides. Ce qui n'était pas faux d'ailleurs, parce que l'écart était vraiment énorme tour après tour, juste après la relance de la safety car. Mais je trouve qu'au final, le pilote anglais n'était pas dans le rythme du week-end. On va être franc. Et dans le fond, je trouve qu'il est chanceux d'avoir gardé sa deuxième place. Mais que ce soit pour lui, ou même pour Mercedes, je pense qu'au Brésil, s'il se retrouve encore une fois derrière Verstappen, il pourra, je pense, hein, commencer vraiment à faire une croix sur le titre. Je pense que là, le 8e titre, à moins d'un énorme retournement des situations au Brésil, si ça ne bouge pas, je pense que Hamilton devra faire avec. On va pas se mentir. Je dis pas qu'il a perdu le titre. Je veux pas le dire parce que tant que la dernière course, le dernier virage, le dernier drapeau à damier n'est pas passé, le titre n'est pas joué. Mais pour l'instant, on peut voir que Red Bull a pris de sérieuses options à Austin et au Mexique et que Mercedes fait face et n'arrive pas à réagir. Et ça commence à faire mal pour l'équipe allemande. Et je pense que s'il n'y a pas de sursaut au Brésil, comme je vous dis, ça en serait fini. Même si derrière il y a encore 3 courses, mais je peux vous dire que Verstappen ne forcera pas après pour aller chercher des victoires. Il pourra toujours assurer des places d'honneur, mais il n'ira pas forcer. Lui, il le sait. De toute façon, Verstappen Red Bull, on va en parler après. Là, tout est à refaire pour Mercedes dans cette fin de saison. Et là, franchement, c'est pas le duel Hamilton-Rosberg qu'on avait en 2016. Hein. Là, c'est du Hamilton-Verstappen, Mercedes-Red Bull. C'est autre chose. Et pour l'instant, Mercedes, ils ont plus la sérénité qu'ils avaient avant. Ils l'ont plus. Et ça devient pénible pour eux. Puis pour parler de Valtteri Bottas, on va pas en parler parce que c'est bon. Il a déjà assez souffert dans cette course, on va pas en rajouter une couche. Surtout après avoir vu le cul de Ricciardo pendant près de 40 tours. Sur 71 quand même. Et il en a maté du cul Bottas. Bon, ok, Red Bull nous a fait peur samedi avec la deuxième ligne et puis des ailerons pas très... Bien, on va la refaire. Bon, ils nous ont inquiété Red Bull le samedi avec leurs ailerons qui n'étaient pas très solides et qui donnaient pas la performance qu'ils voulaient. Mais n'empêche, en course, on peut dire qu'ils ont fait le boulot. Et puis surtout,
ce deuxième doublé sur le podium, même s'ils ont fait 1 et 3, c'est considéré comme un doublé, comme à Austin, et que leurs pilotes ont été fêtés comme des champions du monde, faut le dire, là, Red Bull, ils font un job. Ça donne vraiment des ailes. Et puis, leur voiture qui répondait vraiment comme il fallait en course, qui n'usait même pas la gomme. Leur gomme a été propre. Même quand Perez suivait derrière Hamilton, c'était nickel. Puis Verstappen, gestion impeccable, il n'y a rien à redire. Pour Red Bull, c'est encore un sans faute. Même s'ils n'ont pas la pole ou la première ligne, ça reste quand même un sans faute, et tant mieux pour eux. Qu'est-ce qu'on voulait qu'on vous dise? Et puis surtout, il y a aussi une image qu'on n'a pas vue à la télé, et je pense que ça elle aurait été belle. Ça, c'est un truc qui a été revu bien plus tard sur F1 TV, qui a tourné aussi sur les réseaux. La caméra embarquée de Verstappen continuait à tourner sur sa voiture. Si vous avez vu le podium, la voiture a accompagné son pilote. Quand Perez et Hamilton sont montés sur le podium, Verstappen les a tout simplement applaudis. Ça s'est pas vu, c'est un peu dommage, mais ça reste quand même l'un des plus beaux gestes. Et ça montre aussi que Verstappen et Hamilton veulent rester propres jusqu'au bout de leur lutte. Et j'espère que ça va vraiment continuer et que ça va bien se passer jusqu'au bout. Sans contact, sans accrochage, sans abandon causé par l'un ou par l'autre. Il faut que ça reste propre comme ça jusqu'au bout. On espère. Alors c'est con à dire, mais ça stagne de chez McLaren. Et ben ça se ressent au résultat. Bon, Ricardo a merdé au départ, il a ruiné sa course, d'accord. Mais n'empêche, McLaren vient de payer ce week-end les mauvais résultats de l'Australien en première partie de saison. On va pas se mentir, hein. C'est vrai que Ricardo n'a pas été très loin, n'a pas été très bon, pardon, dans les résultats de la première partie de saison. Et là, McLaren en paye le prix. Ils ont peut-être arrêté le développement de la voiture ou bien ils l'ont ralenti. Mais ça se voit parce que, voilà, vous verrez, mais McLaren a perdu sa troisième place au championnat constructeur. Et c'est vraiment dommage parce que je pense que déjà que les deux voitures pourraient faire le top 10. Mais le problème, c'est qu'ils commencent vraiment à perdre du rythme face à la concurrence, surtout face à Ferrari. Lando Norris a peut-être se sauver les meubles avec un seul point, mais c'est pas assez. McLaren est en train de reculer et en train de redevenir la quatrième force du plateau. En première partie de saison, ils étaient la troisième, là ils sont en train de devenir la quatrième. D'ailleurs, on entend parler des troisièmes au championnat constructeur parce que ça revient fort chez Ferrari. L'équipe progresse encore course après course, ça commence vraiment à titiller les équipes leaders, sans les inquiéter bien sûr. Mais ça revient, il progresse, le moteur, pareil, il est en train de s'améliorer au fur et à mesure. C'est une bonne chose, et puis, on va le dire, le duo Leclerc-Sainz, il fonctionne. Voilà, il fonctionne. D'accord, c'est pas encore les espoirs du podium, mais Leclerc et Sainz, ça fonctionne. Et il y a un truc d'ailleurs sur Leclerc, on n'a pas compris, il n'y a personne qui a compris d'ailleurs, c'est pourquoi Ferrari l'a arrêté plus tôt que son coéquipier. J'ai pas les tours en mémoire de différence entre les deux arrêts, mais au moment où Leclerc et Sainz commençaient à performer avec les pneus médiums, on a arrêté Leclerc. Ce qui était complètement idiot, parce qu'il faisait d'excellents tours en course. Sainz continuait à les accumuler aussi, hein, lui on l'aura arrêté plus tard. Ensuite, je sais qu'on avait switché les positions entre les deux pour aller chercher Pierre Gasly, ça on va parler après. Mais bon, ça n'a pas fonctionné, ils ont récupéré leur place. Mais voilà, je trouve que Ferrari revient. Là, ils font encore de bons résultats, ils ramènent encore de bons points. Et ça se voit pour le championnat constructeur, vous verrez après. Hein, ils commencent à avoir un sacré écart maintenant entre Ferrari et McLaren. Et ça fait quand même plaisir de voir que la Scuderia revient. Et peut-être que pour 2022, on l'espère, ça pourra recréer une nouvelle surprise. Bon, ça assure. Bon, Alpine, ça fait quelques courses où le niveau est instable et que la performance n'est pas présente. Voilà. Bon, c'est pas étonnant, vous me direz. Mais bon, à Austin, les deux voitures ne fonctionnaient pas du tout et n'ont même pas vu l'arrivée.
C'est presque une répétition à Mexico et je dirais même que l'altitude n'a peut-être pas arrangé la chose. Hein, Puis surtout, on va mettre les pieds dans le plat en disant que la stratégie de la qualification pour aider à faire passer une voiture en Q2 quand l'autre sera obligé de partir en dernier a été complètement un échec. Ah bah c'est l'inverse qui s'est produit, on élimine la voiture qui ne doit pas partir en fond de grille, et celle qui doit partir en fond de grille passe devant. Franchement, sur cette fin de saison, j'ai l'impression que Alpine revient dans les travers de Renault du passé. Il n'y a rien qui va dedans. Je sais que tout va repartir d'une feuille blanche pour 2022, parce que même si on nous a annoncé que 2021 doit être notre saison, là franchement sur la fin de saison, ça promet rien de bon pour l'équipe française. Il n'y a rien qui va. Et heureusement que Alonso a pu profiter du départ pour grappiller des places, qui sauve 2 points miraculeux face à la concurrence. Mais c'est pas assez. Les Alpines, ça mérite de faire 2 voitures dans le top 10. Ils ont peut-être arrêté plus tôt le développement de la voiture, mais là, ils vont le payer en fin de saison. Ils vont le payer, ils vont se retrouver 6ème à force. Et comme je l'ai dit, heureusement qu'Alonso a sauvé les meubles. Parce que Ocon, je pense qu'il pouvait aussi faire le top 10, mais surtout, il a eu de la chance d'avoir vu la fin de course, Ocon. Parce que le départ, hein, il s'est quand même fait prendre en sandwich entre Tsunoda qui a joué à saute-mouton et Schumacher aussi, qui a pas vu l'arrivée, qui a même pas vu le troisième virage. Hein. C'est pas bon pour Alpine, c'est pas bon. Ah, franchement, la grande forme d'AlphaTauri a été entachée par les pénalités moteur de Tsunoda ce week-end. Et franchement, c'était dommage parce que voilà, le japonais était vraiment performant en qualification. Mais quand même, la petite équipe de Faenza est quand même revenue après quelques courses qui étaient pas terribles, qui n'ont pas connu de très bons résultats. Et franchement, bah, ça fait plaisir. Déjà, on a Pierre Gasly qui l'a encore prouvé, avec une 4ème place solide, et qui est passé à nouveau dans l'anonymat, un petit peu comme à Zandvoort. C'est bien simple, il nous a refait la même ce week-end à Mexico. Bah franchement, ça fait plaisir. Voilà, tout simplement. C'est de bonnes augures pour le pilote normand. Bon, la seule déception, bien sûr, c'est pour Tsunoda qui a pas vu qui est pas allé plus loin que le premier virage. Hein, je vous l'ai dit, il a joué à saute-mouton avec Ocon. C'est vraiment dommage. Et puis, je pense qu'il n'aurait pas eu sa pénalité moteur. Ah non seulement il pouvait faire sa plus belle qualification de l'année, et puis surtout un très bon résultat. Je le pense sincèrement. C'est encore mitigé ce bilan pour Aston Martin, avec 2 voitures bien séparées sur la grille, dont une qu'il a fallu réparer. Stroll, ça sortait un qualif, sérieusement. Mais qu'est-ce qu'il nous a fait? Puis sa course, anonyme. Il n'y a que Vettel qui sauve encore les meubles. Et là franchement, ça a été une bonne course du pilote allemand, qui s'en est très bien sorti. Franchement, c'est mérité sa 7ème position à Vettel. Moi qui le voyais même pas dans les points ce week-end, c'est très bien joué de sa part. Bon, il a profité un peu de sa course, de la stratégie, tout ça. C'est très bien vu. Bah, honnêtement, ça fait plaisir pour le pilote allemand, mais au final, c'est quand même mitigé le bilan parce que Vettel est encore devant, Stroll nous refait des erreurs de débutants. Ça va pas non plus, ça. Ça va pas. C'était pas vraiment la meilleure course espérée pour Williams. Pourtant, Russell avait un bon rythme en début de course, avant de plonger progressivement dans le classement. Ce qui est un peu dommage. Je pense que sa pénalité de boîte de vitesse l'a vraiment handicapé pour le départ. Puis pour Latifi, ben, pareil, c'était un peu anonyme dans ce Grand Prix. C'est un peu dommage pour lui. Puis, de toute façon, Mexico a mis en avant toutes les difficultés de la Williams. Hein. Faut pas oublier que la voiture est carrément aux limites de l'acceptable côté aérodynamique. Elle était vraiment en galère, donc c'est pas vraiment surprenant de voir les Williams assez loin à la fin de la course. C'était presque attendu. Hein. Bah, la qualification était assez correcte pour Alfa Romeo. Et le résultat en course aurait pu être encore mieux avec les 2 voitures dans les points si possible.
Bon, non seulement Raikkonen nous a encore fait un départ de fou, comme il fait, limite comme Alonso, et surtout il a pu profiter d'une grabuge du premier virage pour gagner des bonnes places, et aussi de profiter d'une bonne stratégie pour les garder. Pardon. Tout comme Giovinazzi qui en plus avait une bonne position à la relance après sa petite car, mais malheureusement qui n'a pas pu concrétiser pour la fin au final. D'ailleurs, le pilote italien s'est plaint de la stratégie de son équipe. Et de toute façon, on va pas se mentir, hein, le sort de l'italien, c'est chez Alfa Romeo. Faut qu'il profite. Rien de surprenant pour Haas, hein. Autant le dire, hein. Bon, l'abandon de Mick Schumacher dès le premier virage. Mazepin, bon bah voilà, elle a fini, hein. Bah, une chose d'ailleurs qui a noté pour Mazepin, qui doit vraiment encore découvrir la F1, parce qu'il voulait passer devant tout le monde encore une fois en qualification. Bon, pourquoi faire en plus, hein. D'ailleurs, il fait remis à sa place pour son équipe. Mais Strutball n'a toujours pas compris comment fonctionne une qualification en F1. Il se croit tout permis, mais non. Il y a un plan qui est mis en place, hein, ça marche comme ça, c'est... Tu suis le plan, c'est tout. Si t'es pas content, c'est pareil. Enfin bon, hein, ça on va pas se mentir, on n'attend plus rien de cette année. Et encore, on a eu pire. On a eu le pire d'avoir vu Mazepin presque entrer dans le top 10, hein. Mais bon, il y a une As, faut pas l'oublier, hein. Voilà pour le bilan des équipes, je vous propose de passer au classement pilote et constructeur. Ça commence à bouger pour les pilotes et même pour les constructeurs. On va voir ça. L'écart commence à s'accentuer entre Max Verstappen et Lewis Hamilton, 312,5 contre 293,5. Les deux pilotes sont séparés de 19 points. Valtteri Bottas toujours 3ème devant Sergio Perez avec 165 points. Lando Norris 5ème avec 150 points devant Charles Leclerc 6ème, Carlos Sainz 7ème. Daniel Ricciardo 8ème avec 105 points devant Pierre Gasly qui en compte 86 et Fernando Alonso 10ème avec 60. Esteban Ocon 11ème avec 46 points rattrapés par Sebastian Vettel 12ème qui en compte 42. Lance Stroll 13ème avec 26 points devant Yuki Tsunoda qui en compte 20. George Russell 15ème avec 16 points devant Kimi Räikkönen qui en compte 10. Devant Nicolas Latifi et Antonio Giovinazzi, on retrouve toujours les mêmes pilotes à 0 points, c'est-à-dire Mick Schumacher, Robert Kubica et Nikita Mazepin. Et pour les constructeurs, ça s'est dangereusement rapproché, Mercedes et Red Bull sont séparés que d'un seul point, 478,5 à 477,5. Ferrari passe en 3ème position avec 268,5 contre McLaren qui en compte 255. Égalité entre Alpine et AlphaTauri qui comptent 106 points chacun. Aston Martin toujours 7ème avec 68 points devant Williams qui en compte 23. Alfa Romeo en compte 11. As toujours bon dernière. Merci à vous d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. 100 fois merci, je dirais même, parce que ça y est, on a passé les 100 abonnés sur Twitter. Voilà. On se retrouve très vite pour parler des Formule 1 avec le Grand Prix du Brésil. Deuxième rendez-vous de ce dernier triple header de la saison. Starter, ça a retrouvé sur Twitter, sur YouTube, sur TikTok également, je vais y arriver. Merci à vous, bravo et à bientôt.